Dans mes 70 ans, j'ai réalisé une simple vérité. Plus on vieillit, plus les enfants vous regardent comme si vous étiez un malentendu agaçant. Je m'appelle Solange Dubois. J'ai 68 ans et j'ai passé toute ma vie à travailler comme institutrice dans une petite école de la ville de Beauregard. J'ai appris à lire et à écrire aux enfants pendant 37 ans avant de prendre ma retraite. Aujourd'hui, je conduisais ma vieille Peugeot jusqu'à la maison de mon fils aîné, Nicolas, et mon cœur battait plus vite que d'habitude. C'était l'anniversaire de mon petit-fils Adrien. Il fêtait ses 14 ans et toute la famille se réunissait pour la première fois depuis des mois. Quand je me suis garée devant la maison à 2 étages de Nicolas dans la banlieue résidentielle de Beauregard, la rue était déjà bordée de voitures. En m'arrêtant sur le bas-côté, j'ai lissé une mèche de cheveux gris qui s'était échappée de mon chignon et j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Les rides autour de mes yeux s'étaient creusées, mais mes yeux étaient toujours du même bleu que ceux de mon défunt mari, Laurent. Il était mort il y a 5 ans, et depuis, nos enfants me traitaient différemment, avec cette attention condescendante réservée aux personnes âgées sans défense. J'ai pris un cadeau soigneusement emballé sur le siège passager, un kit pour construire un avion radiocommandé. Adrien avait toujours été intéressé par la technologie. « Mamie est là !» a crié quelqu'un alors que je montais les marches du perron. La porte s'est ouverte et mon petit-fils Adrien est apparu sur le seuil. Un adolescent dégingandé avec des taches de rousseur et un sourire qui ressemblait tellement à celui de mon Laurent. « Salut, mamie !» Il m'a serré dans ses bras, mais avec une certaine maladresse, comme s'il accomplissait un rituel obligatoire. Je comprends qu'à 14 ans, serrer sa grand-mère dans ses bras devant ses amis n'est pas très cool. « Bon anniversaire, mon chéri !» ai-je dit en lui tendant son cadeau. « Ne l'ouvre pas tout de suite. Que ce soit une surprise. » Dans l'entrée, j'ai été accueilli par mon fils aîné, Nicolas, un grand homme de 46 ans aux tempes grisonnantes et à l'expression perpétuellement préoccupée. Il travaillait comme directeur dans une compagnie d'assurance et voyait toujours la vie à travers le prisme du risque et du rendement. « Maman, tu as une demi-heure de retard », a-t-il dit en guise de salutation, jetant un coup d'œil à sa montre. « On allait commencer sans toi. » Il y avait des bouchons sur la départementale, ai-je menti? En réalité, j'avais simplement mis beaucoup de temps à décider quoi porter. Tout le monde est là. Nicolas m'a pris par le coude et m'a conduite dans le salon où les voix bourdonnaient et la musique jouait. Le salon de Nicolas et de sa femme Audrey était spacieux et impeccablement décoré, comme une photo dans un magazine. Tout ici criait le statut et le succès. Canapé en cuir, vase en cristal, tableaux dans des cadres coûteux. Audrey était décoratrice d'intérieur et utilisait sa propre maison comme vitrine pour ses clients. Maman. Ma fille cadette, Muriel, une femme de 42 ans aux cheveux roux flamboyants et à l'allure bohème, a couru vers moi. Elle m'a serré dans ses bras, m'enveloppant d'un nuage de parfum floral. « Comment vas-tu? Tu as l'air fatiguée. » Muriel avait toujours été la plus émotive de mes enfants. Après 2 divorces, elle s'était finalement trouvée dans la création de pièces en céramique, qu'elle vendait en ligne. Sa situation financière était aussi instable que son humeur. « Je vais bien, ma chérie, » ai-je souri, juste un peu fatiguée par la route. « Tu dois te reposer davantage, » a secoué la tête Muriel. « Et au fait, cette robe, tu aurais peut-être dû porter quelque chose de plus vif. J'ai quelques trucs qui t'iraient bien. » J'ai baissé les yeux sur ma robe bleu marine à col blanc. Le classique ne se démode jamais, mais Muriel trouvait mon style ennuyeux. Dans l'autre coin de la pièce, j'ai remarqué mon fils cadet, Quentin, avec sa femme, Chantal. Quentin, 39 ans, employé de banque, était le plus silencieux de mes enfants. Chantal, en revanche, avait une forte personnalité et, pour autant que je puisse en juger, contrôlait entièrement leur vie de famille. Solange. Chantal m'a fait un signe de la main, mais n'a pas bougé. Elle ne m'appelait jamais maman ou belle-maman, seulement par mon prénom, comme si nous n'étions que de simples connaissances. Je me suis approchée pour les saluer. Quentin m'a prise dans ses bras, mais Chantal m'a juste fait un bref signe de tête. « Comment allez-vous, les enfants ?» ai-je demandé. « Comment vont mes petites filles ?» Tania et Pascaline sont dehors avec les autres enfants, a répondu Quentin en ajustant ses lunettes. Elles vont bien. Tania a gagné le concours de mathématiques de l'école. Et Pascaline a des difficultés en français, a ajouté Chantal avec une pointe d'irritation. Sa professeure dit qu'elle ne fait pas assez d'efforts. Je pourrais l'aider, ai-je proposé. Après tout, j'ai enseigné toute ma vie. Nous avons engagé un tuteur, m'a coupé Chantal.
Les méthodes d'enseignement ont beaucoup changé depuis que tu enseignais, Solange. J'ai ressenti une pointe de blessure, mais je n'ai rien dit. Discuter avec Chantal était inutile. En regardant autour de moi, j'ai remarqué la tension dans l'air. Nicolas n'arrêtait pas de vérifier son téléphone avec un air inquiet. Muriel jouait nerveusement avec le bracelet à son poignet. Quentin avait l'air déprimé et Chantal, irritée. Quelque chose se passait dans ma famille. Quelque chose dont il ne me parlait pas. Audrey, une blonde mince au maquillage impeccable et au sourire froid, s'est approchée de la table chargée d'amuse-gueules. « Solange, c'est bon de te voir », dit-elle sans me regarder dans les yeux. « J'espère que tu n'as pas apporté de gâteau. J'ai commandé un dessert spécial sans gluten et sans sucre. Les enfants mangent tellement de cochonneries de nos jours. »« Non, j'ai juste apporté un cadeau pour Adrien, » ai-je répondu. « Mais je peux aider en cuisine si tu as besoin. »« Oh, ne t'en fais pas », a rapidement objecté Audrey. « J'ai tout sous contrôle. » Je me suis approchée du canapé et me suis assise à côté d'Adrien, qui déballait déjà mon cadeau. « Ouah !» s'est-il exclamé en voyant le kit de modèle d'avion. « C'est génial, mamie. »« Merci. » Sa joie sincère m'a réchauffé le cœur. Je voulais lui poser des questions sur l'école et ses amis, mais à ce moment-là, Nicolas et Audrey se sont approchés de nous. « Adrien, pose ton cadeau pour l'instant », a dit Nicolas. « Nous allons bientôt couper le gâteau et ensuite tu pourras ouvrir tous tes cadeaux. » « Mais papa, c'est un avion que tu peux construire toi-même », a protesté Adrien. « J'ai dit, pose-le », a répété Nicolas sur un ton qui ne souffrait aucune discussion. J'ai remarqué à quel point le visage de mon petit-fils était devenu triste et je n'ai pas pu m'en empêcher. « Nicolas, le garçon voulait juste regarder son cadeau. Qu'y a-t-il de mal à ça ?» Nicolas m'a regardé avec une irritation évidente. « Maman, nous avons des règles dans cette maison. S'il te plaît, ne sape pas mon autorité devant mon fils. »« Je ne voulais pas. Ne gâchons pas la fête, » est intervenue Audrey avec un sourire forcé. « Solange, peut-être que tu peux aider à mettre la table. Les enfants veulent jouer à un jeu de société avant le gâteau. » Je me suis levée et j'ai suivi Audrey dans la cuisine, sentant le regard d'Adrien sur moi. Mon petit-fils a remis l'avion dans la boîte avec une expression comme si on venait de lui interdire de s'amuser. Dans la cuisine, Audrey a commencé à disposer des canapés sur un plat, n'ayant clairement pas besoin de mon aide. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé sans détour. « J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. » Audrey s'est figée un instant, puis a soupiré. « Ce n'est rien, Solange. Nicolas a juste une période difficile au travail, et tes commentaires ne font qu'empirer les choses. » Quels commentaires ? Je voulais juste qu'Adrien profite de son cadeau. « Ce n'est pas que ça, » a baissé la voix Audrey. « Chaque fois que tu viens, tu essaies de nous apprendre comment élever nos enfants. C'est agaçant. » Je me sentis rougir de blessure et d'indignation. Je n'apprends rien à personne. Je veux juste participer à la vie de mes petits-enfants. Participer est une chose. S'ingérer en est une autre, a lâché Audrey en retournant à ses canapés. À ce moment-là, Muriel est entrée dans la cuisine. « De quoi chuchotez-vous » a-t-elle demandé, nous regardant avec suspicion. « Rien de particulier », a répondu Audrey. « Juste une discussion sur le menu. »« Maman », s'est tournée Muriel vers moi. « Pourrais-tu jeter un œil à la tondeuse à gazon dans le garage ?» Nicolas dit qu'elle fait un bruit étrange. Et Y est toujours connu dans ces choses-là, comme papa. « Dans le garage, maintenant ?» ai-je demandé avec surprise. « Ne vaut-il pas mieux fêter l'anniversaire d'Adrien d'abord ? » « Ça ne prendra que 5 minutes, » a insisté Muriel. « Et les enfants veulent jouer au Monopoly avant le gâteau, tu vas juste t'ennuyer. » Quelque chose dans sa voix sonnait faux, mais j'ai décidé de ne pas discuter. Peut-être que mes enfants voulaient vraiment discuter de quelque chose sans moi. « D'accord, montre-moi où est la tondeuse. » Muriel m'a conduite à travers la maison jusqu'à la porte du garage avec un soulagement évident. En chemin, je l'ai vu échanger des regards avec Quentin, qui se tenait à l'entrée du salon. Le garage de Nicolas était spacieux et parfaitement organisé, comme tout le reste dans sa maison. La tondeuse se trouvait contre le mur du fond. Là, a-t-elle pointé. Nicolas dit qu'elle fait un bruit étrange quand il la démarre. Jetons un coup d'œil. Je me suis penchée vers la tondeuse, bien que je ne connaisse presque rien à la technologie moderne. C'était Laurent le bricoleur de la famille, pas moi. « Merci, maman », a dit Muriel soudainement et s'est rapidement dirigée vers la porte. « Attends,
Tu ne vas pas me montrer quel est le problème? Ai-je demandé surprise. Nicolas t'expliquera plus tard, a-t-elle dit par-dessus son épaule et s'est glissée par la porte. J'ai entendu le clic de la serrure et je suis restée figée, confuse. Une seconde plus tard, j'ai compris. J'étais enfermée. Je me suis précipitée vers la porte et j'ai secoué la poignée, mais la porte ne bougeait pas. Muriel, ai-je appelé? Qu'est-ce qui se passe? Ouvre la porte. Désolée, maman. La voix étouffée de ma fille m'est parvenue. Nous devons discuter de quelque chose sans toi. On te laissera sortir dans 1 heure. Promis. Quoi? Vous plaisantez? Je n'en croyais pas mes oreilles. Ouvrez la porte immédiatement. Maman. J'ai maintenant entendu la voix de Nicolas. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Il y a une chaise sur laquelle tu peux t'asseoir. Nous voulons parler de certaines affaires de famille. Et pour être honnête, tes conseils ne vont pas aider en ce moment. Ce n'est rien de personnel, maman, a ajouté la voix de Quentin. Assieds-toi tranquillement et ne nous dérange pas, d'accord? Je suis restée figée au milieu du garage. Mes propres enfants m'avaient enfermée comme une enfant méchante pour que je ne les dérange pas. Mes yeux piquaient de larmes de blessure et de colère. Pourquoi me faisait-il ça? Que avais-je fait? Mamie. Une voix douce est soudainement venue de l'autre côté de la porte. C'était Pascaline, ma plus jeune petite fille. Est-ce que ça va? Oui, ma chérie, ai-je répondu, en essayant de paraître calme. Ne t'inquiète pas pour moi. Pascaline, rentre à l'intérieur, a retenti la voix sèche de Chantal, et j'ai entendu la fillette s'enfuir. Je me suis lentement affalée sur une chaise dans le coin du garage. Mes enfants, que j'avais élevés avec amour et soin, avaient décidé que je n'étais pas digne d'être présente à un conseil de famille, que j'étais juste une nuisance dont il fallait se débarrasser. Assise dans la pénombre du garage, je me suis souvenu comment Laurent aimait bricoler ici quand nous venions chez Nicolas. Il était un homme à tout faire. Il pouvait tout réparer. Et puis, ça m'a frappé. Laurent, le garage, la porte secrète. Je me suis levée et j'ai regardé autour de moi avec un intérêt renouvelé. Si ma mémoire était bonne, il devait y avoir quelque part ici un passage que Laurent avait aménagé il y a de nombreuses années, quand Adrien n'était qu'un bébé. Un passage que nos enfants ne connaissaient pas. Un passage menant directement à l'arrière-cuisine. Je me tenais au milieu du garage, scrutant la pénombre et me remémorant les paroles de Laurent. La première vague de ressentiment s'était déjà calmée, laissant place à une froide détermination. Si mes enfants pensaient qu'ils pouvaient simplement m'enfermer et continuer à s'amuser, ils ne connaissaient pas bien leur mère. La porte secrète, elle devait être quelque part par ici. Je me souvenais clairement comment Laurent me l'avait montré il y a de nombreuses années. J'ai longé le mur du garage, palpant chaque centimètre de la surface. L'éclairage laissait beaucoup à désirer. Il n'y avait qu'une seule ampoule faible au plafond, mais je me souvenais que le passage se trouvait derrière une grande armoire à outils en bois. Laurent l'avait fabriquée quand Adrien avait environ 5 ans. Solange, avait-il dit à l'époque, en souriant légèrement. Les enfants ont toujours besoin d'un miracle à Noël. Et pour un miracle, il faut le Père Noël, qui dépose discrètement les cadeaux sous le sapin. L'armoire était toujours au même endroit, seulement maintenant elle était couverte de casques de vélo et de vestes. Je m'en suis approchée et j'ai doucement tiré sur le bord. L'armoire était étonnamment légère et a glissé sur le côté presque sans effort. Derrière elle se trouvait une petite porte peinte de la même couleur grise que le mur du garage. Si on ne savait pas où regarder, on ne la remarquerait jamais. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis agenouillée devant la porte et j'ai cherché un petit loquet. Malgré son âge, il a cédé facilement. La porte s'est ouverte en silence. Laurent s'assurait toujours que les charnières étaient bien huilées. Devant moi se trouvait un passage étroit et sombre. Le tunnel mène directement au cellier de la cuisine, m'avait un jour expliqué Laurent. J'ai persuadé Nicolas de faire une petite rénovation quand ils ont acheté la maison. J'ai dit que le cellier serait plus pratique si nous ajoutions une étagère supplémentaire pour stocker les conserves, et j'ai percé le mur depuis le garage moi-même. Laurent était un incorrigible romantique. Il aimait créer la magie de Noël pour ses petits-enfants. Chaque année, il se faufilait par ce tunnel pour mettre les cadeaux sous le sapin pendant que tout le monde dormait. Je me suis glissée dans le tunnel, qui était plus étroit que dans mon souvenir. Apparemment, j'avais pris un peu de largeur au fil des ans, et je n'étais plus assez jeune pour ramper dans des passages étroits. Mais mon ressentiment me donnait de la force.
Je me déplaçais lentement et prudemment pour ne pas faire de bruit. La dernière chose que je voulais, c'était d'être découverte au milieu de ce passage. Ce serait un embarras total. Le tunnel était court, seulement quelques mètres de long. Au bout, je pouvais voir une autre petite porte. Je me suis approchée en rampant et j'ai écouté. Silence. Cela signifiait qu'il n'y avait personne dans l'arrière-cuisine. J'ai poussé la porte avec précaution et elle s'est ouverte. L'arrière-cuisine était une petite pièce remplie d'étagères d'ustensiles de cuisine et de conserves. La seule lumière provenait d'une fente étroite sous la porte menant à la cuisine. Je suis sortie du tunnel, j'ai refermé doucement la porte derrière moi et j'ai épousseté ma robe. Puis je me suis approchée de la porte et j'ai collé mon oreille contre elle. Je pouvais entendre des voix venant de la cuisine. J'ai reconnu Audrey et Chantal. Elles discutaient de quelque chose, faisant cliqueter la vaisselle. « Tu es sûre qu'elle sera à l'aise là-bas » a demandé Chantal. « Ce n'est plus une jeune fille après tout. »« Il y a une chaise et ce n'est pas pour longtemps » a répondu Audrey. « Nous devons discuter de cela aujourd'hui pendant que nous sommes tous ensemble. Tu connais Solange. Elle va commencer à nous donner des conseils comme si nous étions encore des enfants. » Quentin est inquiet. La voix de Chantal est devenue plus basse. Il dit que c'est cruel. Rappelle à ton mari que nous parlons du bien-être de sa mère. Nous ne sommes pas les premiers à devoir gérer ces problèmes avec des parents âgés. J'ai froncé les sourcils. De quoi parlait-elle? Quel bien-être? Maman, a retenti une voix d'enfant. Quand est-ce qu'on coupe le gâteau? Je veux du gâteau. Attends, Tania, a répondu Chantal. Les adultes doivent d'abord parler. Où est mamie? A demandé la fillette. Mamie est occupée, a répondu sèchement Chantal. Va jouer avec les autres enfants. J'ai entendu la porte de la cuisine s'ouvrir et se fermer derrière le mur. Les voix se sont tues. J'ai prudemment ouvert la porte de l'arrière-cuisine de quelques centimètres et j'ai jeté un coup d'œil. La cuisine était vide. C'était le moment idéal pour sortir de là et comprendre ce qui se passait. Mais au lieu de sortir et de faire une scène, j'ai décidé de faire autre chose. Et si j'utilisais cette situation pour découvrir ce dont mes enfants voulaient vraiment parler? Pourquoi essayaient-ils si fort de me tenir à l'écart de la conversation? J'ai quitté l'arrière-cuisine et j'ai traversé la cuisine sur la pointe des pieds. Je connaissais bien la maison de Nicolas et je savais que depuis la cuisine, on pouvait passer inaperçu dans un petit couloir menant à la salle de bain des invités. De là, on pouvait tout entendre ce qui se passait dans le salon. Me glissant dans le couloir, je me suis arrêtée à la porte de la salle de bain et j'ai écouté. Je pouvais entendre les voix étouffées de mes enfants venant du salon. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas discuter de cela normalement avec maman, a dit Quentin. L'enfermer dans le garage, c'est aller trop loin. Parce qu'elle va piquer une crise comme la dernière fois que j'ai suggéré qu'elle engage une aide ménagère, a répondu Nicolas. Elle est têtue et ne veut pas admettre qu'elle ne peut plus se débrouiller seule. Allons, est intervenue Muriel. Maman est parfaitement saine d'esprit et se débrouille très bien. Elle est juste seule dans cette grande maison. Seule, a reniflé Nicolas. As-tu vu ses factures de chauffage? Elle chauffe toute la maison juste parce qu'elle refuse de déménager dans un appartement plus petit. Ce n'est pas raisonnable. Cette maison, c'est tout ce qui lui reste de papa, a dit doucement Muriel. Tu sais à quel point elle chérit ses souvenirs. Les souvenirs peuvent être conservés dans des albums photos, a rétorqué Nicolas. Et l'argent est mieux dépensé pour une vieillesse décente que pour chauffer des pièces vides. J'ai mis ma main sur ma bouche. C'était donc de cela qu'il voulait parler. Que je déménage de la maison où j'avais vécu toute ma vie avec Laurent, où mes enfants avaient grandi. D'une maison où chaque recoin gardait des souvenirs de notre famille. J'ai trouvé une excellente maison de retraite, est intervenue Chantal. Les collines ensoleillées. Ils ont du personnel médical, organisent des activités et servent 3 repas par jour. Et surtout, elle sera parmi des gens de son âge, pas seule dans cette immense maison. Une maison de retraite? A répété Muriel. Vous êtes fou? Maman n'acceptera jamais ça. C'est pourquoi nous en discutons sans elle, a soupiré Nicolas. Nous devons d'abord tout décider entre nous, puis la mettre devant le fait accompli. Sinon, elle résistera, comme la dernière fois avec la voiture. Je me suis souvenu de notre dernière grande dispute il y a 6 mois. Nicolas avait essayé de me convaincre de vendre ma vieille Peugeot et d'arrêter de conduire. Nous nous étions alors violemment disputés.
Je lui avais dit des choses dures et je n'avais pas répondu à ses appels pendant 2 semaines. Finalement, j'avais gardé la voiture, mais Nicolas était toujours blessé. Avez-vous pensé à simplement lui rendre visite plus souvent? A demandé Quentin. Venir une fois par semaine, l'aider à la maison, l'inviter chez nous. J'ai un travail, 2 enfants et un tas de responsabilités, a répondu Nicolas. Je ne peux pas traverser la ville chaque semaine. Et le fait de vendre sa maison n'a rien à voir avec le fait qu'elle se trouve dans un quartier où les biens immobiliers s'arrachent pour un nouveau centre commercial, a demandé soudainement Muriel. La pièce est tombée dans le silence. Qu'est-ce que ça a à voir? A demandé froidement Nicolas. Tu sais très bien ce que je veux dire, a insisté Muriel. Ta compagnie d'assurance finance ce projet. Tu nous as toi-même dit à Noël dernier combien d'argent cela rapporterait aux investisseurs. Je veux juste que notre mère vive dans le confort et la sécurité, a dit fermement Nicolas. Et toi, comme toujours, tu cherches la petite bête là où il n'y en a pas. Assez, est intervenue Audrey. Vous vous disputez encore comme des enfants. Nous devons résoudre ça calmement et rationnellement. Demandons aux enfants, a suggéré soudainement Chantal. Adrien, Tania, Pascaline, venez ici. J'ai entendu le bruit des pieds des enfants qui couraient. Les enfants, a dit Chantal d'une voix mielleuse. Pensez-vous que mamie Solange serait plus heureuse en vivant dans une belle maison avec plein d'autres mamies et papis, où il y a des docteurs et des activités intéressantes? On pourra lui rendre visite, a demandé Adrien. Bien sûr, l'a assuré Nicolas. Encore plus souvent que maintenant, parce que cette maison sera en ville, pas loin. Alors peut-être qu'elle sera plus heureuse, a dit Adrien, incertain. Mais j'aime la maison de mamie, a dit doucement Pascaline. Ça sent les biscuits et les vieux livres. On peut faire des biscuits n'importe où, a rétorqué Chantal. Et les livres ne font que ramasser la poussière. Mamie Solange aime sa maison, a insisté Pascaline. Elle dit toujours que chaque fissure dans le mur raconte une histoire. Ma chérie, les adultes savent mieux ce dont les personnes âgées ont besoin, a dit Chantal. Maintenant, allez jouer. Nous devons régler ça. J'ai entendu les enfants partir à contre-cœur. Le silence est de nouveau tombé dans le salon. Puis Quentin a pris la parole. Peut-être qu'on ne devrait pas se précipiter. Parlons d'abord à maman pour savoir ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle va dire? A raillé Nicolas. Je vais très bien. Ne vous mêlez pas de ma vie. Quentin, sois réaliste. Maman vieillit. C'est difficile pour elle de s'occuper de la maison et du jardin. La dernière fois que je suis passée, le porche était couvert de feuilles mortes et le robinet de la cuisine fuyait. Elle n'admettra tout simplement pas qu'elle a besoin d'aide. Proposons-lui de l'aide. Pas une maison de retraite, a objecté Quentin. Écoutez, Nicolas a baissé la voix. Il y a autre chose. Le mois dernier, maman a oublié d'éteindre le four. Madame Klein, la voisine, m'a appelé pour me dire qu'elle sentait le gaz et qu'elle était allée vérifier. Vous imaginez ce qui aurait pu se passer? Je me suis creusé la mémoire. Il y avait en effet eu un tel incident. J'avais mis une tarte au four et j'avais été distraite par un appel de Muriel. Puis j'avais oublié le four et j'étais sortie dans le jardin. Mais était-ce une raison pour m'envoyer dans une maison de retraite? Un seul incident ne prouve rien, a insisté Quentin. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Et jeudi dernier, quand elle n'a pas reconnu le facteur qu'elle salue tous les jours depuis 15 ans, a poursuivi Nicolas. Madame Klein a dit que maman la regardait comme si c'était un étranger. Ce n'est pas vrai. Je connais très bien notre facteur, Jean. Il était juste remplacé par un autre gars, un jeune homme avec des tatouages. Comment suis-je censé connaître tous les facteurs de la ville? Nicolas exagère, est intervenue Muriel. Maman va parfaitement bien pour son âge. Oui, elle est un peu distraite parfois, mais qui d'entre nous n'oublie pas des choses? Ce n'est pas la seule chose, a soupiré Nicolas. La maison a besoin de réparations qui coûteront une fortune. Le toit fuit. Les fondations se fissurent. Il est plus facile de la vendre maintenant, tant que le prix est encore bon, et d'utiliser l'argent pour assurer une bonne vieillesse à maman. Et quelle part de la vente mettrons-nous de côté pour les études d'Adrien? A demandé sarcastiquement Muriel. Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de Nicolas était devenue glaciale. Juste que tu es le seul d'entre nous qui bénéficiera financièrement de la vente de la maison de maman, a répondu Muriel. Ta compagnie d'assurance travaille avec des promoteurs, n'est-ce pas? Muriel, tu vas trop loin,
Est intervenue Audrey. Nicolas veut juste ce qu'il y a de mieux pour Solange. Non, laissez-la finir, a dit froidement Nicolas. Tu penses que j'essaie de profiter de ma propre mère? Oui, ma compagnie travaille avec des promoteurs, mais ça n'a rien à voir avec maman et sa maison. Vraiment? Et la prime dont tu as parlé à Quentin quand vous étiez à la pêche? A persisté Muriel. Pour avoir apporté de nouvelles propriétés au projet. Tu écoutais notre conversation? A demandé Nicolas, indigné. Non, c'est Quentin qui me l'a dit, a répondu Muriel. Il était choqué par ton offre. J'ai jeté un coup d'œil à la porte du salon, essayant d'imaginer ce qui se passait à l'intérieur. Nicolas voulait-il vraiment vendre ma maison pour son propre gain? Et essayait-il d'impliquer les autres enfants dans cette arnaque, aussi? Je n'ai jamais dit que je voulais vendre la maison de maman pour une prime, a dit Nicolas, doucement et avec colère. J'ai juste mentionné qu'il y avait une opportunité d'aider à la fois maman et moi-même. Elle ne peut de toute façon pas vivre seule là-bas et la maison est vide la plupart du temps. Et combien toucheras-tu pour cette aide? A demandé Muriel. 20% du prix de vente, a répondu Nicolas à contre-cœur. Mais c'est la commission standard pour les agents immobiliers. Rien de spécial. Agent immobilier? A demandé Quentin. Tu es agent immobilier maintenant? J'ai une licence, s'est défendu Nicolas. Je l'ai obtenue l'année dernière pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Et la première chose que tu as décidé de faire, c'est de vendre la maison de ta mère, a souri amèrement Muriel. Quel excellent début de carrière. Un lourd silence a pesé dans le salon. Je me tenais pressé contre le mur, sentant mes mains trembler. Nicolas, mon fils aîné, en qui j'avais toujours eu confiance, prévoyait de vendre la maison où j'avais vécu toute ma vie pour une quelconque prime. Et il utilisait mon inquiétude comme excuse. Ce n'est pas vrai, a finalement dit Nicolas. Je suis vraiment inquiet pour maman. Elle ne peut pas vivre seule dans une si grande maison. C'est dangereux. L'argent de la vente aidera à lui assurer une retraite confortable. Le fait que je touche une commission n'est qu'un effet secondaire. Un effet secondaire qui vaut 20% de la valeur de la maison, a reniflé Muriel. Très pratique. As-tu d'autres suggestions? A claqué Nicolas. Peut-être que tu es prête à accueillir maman dans ton minuscule appartement au-dessus de l'atelier de poterie. Ou peut-être que tu paieras pour une aide-soignante. Ah, c'est vrai. J'oubliais. Tu arrives à peine à joindre les deux bouts avec tes pots en argile. Nicolas, l'a rabroué Audrey. Non, laissez-le finir, a dit doucement Muriel. Vas-y, mon frère. Dis-lui quel raté je suis, incapable de m'occuper de sa mère. Contrairement à toi, un directeur à succès avec une grande maison et une famille parfaite. J'ai entendu des pas s'éloigner. Quelqu'un a quitté le salon. Une seconde plus tard, Muriel est apparue dans le couloir, marchant rapidement et essuyant ses larmes. J'ai à peine eu le temps de me cacher derrière la porte de la salle de bain. Quand les pas de Muriel se sont estompés, j'ai prudemment jeté un coup d'œil. Le couloir était vide. Des voix étouffées provenaient toujours du salon, mais il était impossible de distinguer les mots. Je devais trouver un autre endroit pour écouter. Je me suis déplacé prudemment le long du mur, essayant de ne pas faire grincer le parquet. Je devrais pouvoir mieux entendre depuis la salle à manger, qui était reliée au salon par une arche. Une fois dans la salle à manger, je me suis caché derrière un grand buffet et j'ai écouté. Maintenant, les voix étaient plus claires. De ma cachette derrière le buffet dans la salle à manger, je pouvais parfaitement entendre la conversation dans le salon. Nicolas faisait les 100 pas nerveusement dans la pièce, son ombre vacillant sur le mur. Muriel a toujours été trop émotive, a-t-il dit. Je ne comprends pas pourquoi elle essaie toujours de me faire passer pour le méchant. Parce que parfois, tu agis vraiment comme un méchant, a répondu doucement Quentin. Sérieusement, Nicolas, 20% de la vente de la maison de maman, et tu dis que tu le fais pour son bien. Qu'est-ce que ça peut faire? S'est défendu Nicolas. La maison doit être vendue de toute façon. Quelle différence cela fait-il que je touche la commission ou que quelqu'un d'autre? La touche? La différence, c'est que cela crée un conflit d'intérêts, a expliqué Quentin. Tu ne peux pas être objectif quand il s'agit de la vente. Nicolas a soupiré lourdement et s'est affalé sur sa chaise. Bon, oubliez la commission. J'y renoncerai si ça dérange tout le monde. Mais vous devez admettre que maman ne peut plus vivre seule dans cette maison. Pourquoi en es-tu si sûre? A demandé Chantal. Solange semble parfaitement capable de prendre soin d'elle-même. Parce que,
Parce que... Nicolas a hésité, puis a continué plus doucement. Parce que j'ai besoin de cet argent. J'en ai désespérément besoin. La pièce est tombée dans le silence. Tu as des dettes? A finalement demandé Quentin. Pire, Nicolas a tellement baissé la voix que j'ai dû tendre l'oreille pour entendre. Je pourrais perdre mon travail. L'entreprise réduit ses effectifs et mon département est sur la sellette. Si je ne conclus pas une grosse affaire dans les 2 prochains mois, je serai à la porte. J'ai mis ma main sur ma bouche pour étouffer un hoquet. Nicolas, qui s'était toujours vanté de sa carrière réussie, était sur le point de se faire licencier. Et il avait décidé d'utiliser ma maison comme bouée de sauvetage. Pourquoi n'as-tu rien dit avant? A demandé Quentin. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Salut, je suis un raté qui est sur le point de perdre son emploi. A souri amèrement Nicolas. J'ai essayé de résoudre le problème moi-même. Ce projet avec le nouveau centre commercial est ma dernière chance. Si j'apporte quelques grandes propriétés, non seulement je ne serai pas licencié, mais je serai promu chef de département. Et tu as décidé de commencer par la maison de ta mère, a secoué la tête Quentin. Sérieusement, sa maison est parfaitement située pour le projet, a expliqué Nicolas. Les promoteurs l'ont dans le viseur depuis longtemps. Et oui, je toucherai une belle commission, ce qui aidera à payer les factures pendant que je chercherai un nouvel emploi si les choses tournent mal. Mais ma mère ne peut vraiment plus vivre seule là-bas. Ce n'est pas une histoire inventée. Audrey, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'est approchée de son mari et a posé sa main sur son épaule. Tu aurais dû nous le dire, a-t-elle dit doucement. Nous sommes une famille. Nous aurions pu aider. Comment auriez-vous pu aider? A demandé amèrement Nicolas. Muriel doit des mois de loyer pour son atelier, et Quentin peine à payer son prêt immobilier. Aucun de vous n'est en mesure d'aider. J'étais glacée. Donc Muriel avait des problèmes financiers. Elle ne l'avait jamais mentionné dans nos conversations. Au contraire, elle m'assurait toujours que son entreprise se portait bien. Comment connais-tu mes dettes? Muriel se tenait à l'embrasure de la porte du salon. Elle était revenue et, à en juger par le son des choses, en avait assez entendu. Tu n'es pas la seule à savoir comment recueillir des informations, a répondu Nicolas avec lassitude. J'ai vu l'avis de dette dans ton sac quand tu es venu pour le repas de famille. Muriel a rougi et a croisé les bras sur sa poitrine. Tu fouillais dans mes affaires. Il est tombé quand tu cherchais tes clés, a expliqué Nicolas. J'ai juste ramassé le papier et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le montant. 4 000 € de loyer. Sérieusement, Muriel? Depuis combien de temps es-tu en retard? 3 mois, a répondu doucement Muriel. Mais j'ai pris un arrangement avec le propriétaire pour rembourser. Je vais bientôt recevoir une grosse commande d'une galerie du centre-ville, et je rembourserai tout. Et tu n'as rien dit, a secoué la tête Nicolas. Et tu m'accuses de ne pas partager mes problèmes. C'est différent, a argumenté Muriel. Je n'essaie pas de vendre la maison de ma mère pour résoudre mes problèmes. Non, tu lui empruntes juste périodiquement de l'argent pour du matériel et tu ne le rembourses jamais, a rétorqué Nicolas. Muriel a serré les poings. J'allais tout rembourser dès que je serais payé pour la commande. Bien sûr, a dit Nicolas, sceptique. Tout comme la dernière fois et la fois d'avant. Je me suis mordu la lèvre. Il était vrai que Muriel me demandait souvent de petites sommes d'argent jusqu'à la fin du mois, mais je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Il était important pour moi qu'elle fasse ce qu'elle aimait. Je ne savais pas que sa situation financière était si grave. Assez, a interrompu Quentin. Nous nous éloignons du sujet. Nous parlions de maman et de sa maison. Oui, revenons à maman, a convenu Nicolas. Le fait est qu'elle ne peut pas vivre seule dans cette immense maison. Nous le comprenons tous. La seule question est de savoir comment la convaincre de déménager. Pourquoi ne pas lui suggérer de louer la maison? A demandé soudainement Quentin. Elle pourrait déménager dans un appartement plus petit et vivre des revenus locatifs. Tu imagines ce qui arriverait à la maison après le départ des locataires? A froncé les sourcils Nicolas. Maman serait horrifiée. Et qui s'occuperait de toutes les questions de location? Trouver des locataires, les sélectionner, s'occuper des réparations, toi? Je pourrais, a dit doucement Quentin. Hors de question, a répondu sèchement Chantal. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu as déjà du mal à gérer ton travail et ta famille. Quentin a jeté un regard rapide à sa femme et s'est tu. J'ai remarqué qu'il serrait la mâchoire, mais il n'a pas discuté.
Chantal avait toujours eu un pouvoir sur lui que je ne comprenais pas. Les collines ensoleillées est la meilleure option, a poursuivi Chantal. J'ai vérifié. Les conditions sont très bonnes. Il y a du personnel médical et ils organisent des excursions et des activités. Solange ne s'ennuiera pas. On dirait une prison avec des commodités, a marmonné Muriel. Tu exagères, l'a écarté Chantal. Beaucoup de personnes âgées y vivent et sont très heureuses. Maman n'est pas beaucoup de personnes âgées, a objecté Muriel. C'est une femme indépendante et active qui a vécu toute sa vie dans sa propre maison. Comment l'imagines-tu dans une maison de retraite? Dans une résidence pour seniors, a corrigé Chantal. Ce sont des choses différentes. Même si c'est un hôtel 5 étoiles, a reniflé Muriel. Maman sera malheureuse loin de chez elle. Je me suis sentie reconnaissante envers Muriel d'avoir dit cela. Elle était la seule à vraiment comprendre à quel point notre vieille maison comptait pour moi. Il ne s'agit pas de bonheur. Il s'agit de sécurité, a objecté Nicolas. Et si elle tombe et ne peut pas appeler à l'aide, ou si elle oublie d'éteindre le gaz, ou si elle se perd en allant au magasin. Tu décris une personne très malade, a secoué la tête Muriel. Maman va parfaitement bien pour son âge. Pour l'instant, oui, a convenu Nicolas. Mais quand sera-t-il dans 1 an? Dans 2 ans? Il vaut mieux décider maintenant, pendant qu'elle est encore capable de s'adapter à de nouvelles circonstances. À ce moment-là, la porte du salon s'est ouverte et Audrey est entrée avec un plateau de collation. Les enfants ont faim, a-t-elle dit. Peut-être devrions-nous faire une pause dans cette discussion. C'est l'anniversaire d'Adrien après tout. C'est vrai. Nicolas s'est frotté les tempes. Revenons plus tard. Au fait, est-ce que quelqu'un a vérifié comment va maman dans le garage? Je ne suis pas tranquille. J'avais complètement oublié que j'étais censée être enfermée dans le garage. Et si quelqu'un allait vérifier et que je n'y étais pas? Je vais vérifier, c'est porté volontaire Chantal. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Toutes ces discussions me fatiguent. Elle s'est dirigée vers la porte et j'ai réalisé que je devais retourner rapidement au garage. Mais comment pouvais-je le faire sans être remarquée? Je n'avais pas le temps de me faufiler par le passage secret de l'arrière-cuisine. Heureusement, Chantal s'est arrêtée. Audrey, où est le gâteau? Les enfants sont fatigués d'attendre. Il est au frigo, a répondu Audrey. Mais je voulais le servir plus tard, après le plat principal. Les enfants ont faim maintenant, a insisté Chantal. Surtout Tania. Tu sais comme elle est difficile quand elle a faim. Audrey a soupiré. Bon, je vais chercher le gâteau. Mais d'abord, nous devons allumer les bougies et rassembler tout le monde. Pendant qu'elles étaient distraites par la conversation sur le gâteau, j'ai saisi l'occasion et je me suis discrètement glissée hors de la salle à manger, dans le couloir. Maintenant, je devais trouver un moyen sûr de retourner au garage, ou au moins un endroit où me cacher et réfléchir. Je me suis déplacée prudemment dans le couloir en direction des escaliers menant au premier étage. Il y avait trop de monde en bas, trop de risques d'être vu. Ça devrait être plus calme à l'étage. En montant les escaliers, je me suis retrouvée dans un long couloir avec plusieurs portes. La chambre de Nicolas et Audrey, la chambre d'Adrien, la chambre d'Amy, la salle de bain. Je connaissais bien cette maison, y étant venue des dizaines de fois. Une voix douce provenait de la porte entr'ouverte de la chambre d'Adrien. Quelqu'un était là. Je me suis approchée furtivement et j'ai regardé par la fente. Assise sur le lit se trouvait ma plus jeune petite fille, Pascaline, une fillette de 12 ans aux longs cheveux bruns tressés en queue de cheval. Elle écrivait quelque chose dans un carnet à la couverture brillante, s'arrêtant de temps en temps pour regarder pensivement par la fenêtre. J'ai frappé doucement à la porte. Pascaline a sursauté et a refermé brusquement son carnet. « Mamie !» s'est-elle exclamée, surprise. « Tu n'es pas dans le garage. » Chut! J'ai mis mon doigt sur mes lèvres et je me suis glissée dans la chambre, refermant la porte derrière moi. Je me suis enfuie, mais ne le dis à personne, d'accord? Les yeux de Pascaline se sont agrandis, puis elle a gloussé. « Comment es-tu sortie? Il y a un verrou sur la porte. Ton grand-père était un bricoleur, lui ai-je fait un clin d'œil. Il m'a laissé un passage secret. » Vraiment? Comment? A demandé Pascaline avec enthousiasme. C'est un secret, ai-je dit, m'asseyant à côté d'elle sur le lit. Qu'est-ce que tu écris? Pascaline a rougi et a serré le carnet contre sa poitrine. Rien de spécial, juste des pensées.
Un journal intime, ai-je deviné. J'avais un journal quand j'avais ton âge. J'y écrivais mes secrets et mes rêves. Pascaline a hoché la tête avec hésitation. Oui, quelque chose comme ça. Maman dit que c'est idiot, mais j'aime écrire ce que je ressens. Ce n'est pas idiot, ai-je dit. Vraiment. Parfois, nos pensées deviennent plus claires quand nous les écrivons. Pascaline m'a regardé avec reconnaissance et a soudainement demandé. Mamie, est-ce que c'est vrai qu'ils veulent t'envoyer dans une maison de retraite? J'ai soupiré. Les enfants en avaient donc discuté devant leurs petits-enfants. Ton oncle Nicolas pense que je serais mieux là-bas, ai-je répondu prudemment. Tu veux y aller? Pascaline m'a regardé avec ses grands yeux gris, si semblables à ceux de mon Laurent. Non, ai-je répondu honnêtement. J'aime ma maison. C'est là que vivent mes souvenirs. Pascaline a hoché la tête d'un air compréhensif. Je m'en doutais. Maman dit que c'est mieux pour les personnes âgées de vivre avec d'autres personnes âgées, mais je ne comprends pas pourquoi. Si on m'envoyait vivre avec d'autres enfants, je mourrais du mal du pays. J'ai souri à sa franchise. Parfois, les adultes prennent des décisions en pensant qu'ils savent ce qui est le mieux pour les autres. Comme ma mère qui décide de tout pour moi, a soupiré Pascaline. Quel livre lire, avec qui être amie, quelles matières sont importantes. Elle me fait même faire du ballet alors que je déteste ça. Je veux faire de la photographie, mais ma mère dit que c'est une perte de temps. Je me suis souvenu comment Chantal essayait toujours de contrôler non seulement la vie de ses enfants, mais aussi celle de son mari. Quentin se disputait rarement avec elle, préférant la paix dans la famille à un conflit ouvert. Tu en as parlé à ton père? Ai-je demandé. Pascaline a secoué la tête. Papa est toujours d'accord avec maman. Il dit qu'elle sait ce qui est le mieux pour mon avenir. Comme cela me semblait familier. Quentin, mon plus jeune fils, avait toujours été le plus docile de mes enfants. Enfant, cela semblait être un trait charmant. Mais, à l'âge adulte, c'était devenu un problème. Tu sais, parfois, tu dois défendre ce qui est vraiment important pour toi, ai-je dit. Même si cela signifie être en désaccord avec les gens que tu aimes. Pascaline a regardé pensivement son journal, puis me l'a soudainement tendu. Tu veux le lire? Mais ne le dis pas à maman. Elle ne me laisse montrer mon journal à personne. J'ai été touchée par son geste de confiance. Tu es sûre? Oui, a hoché la tête Pascaline. Je pense que tu comprendras. J'ai pris avec précaution le carnet à la couverture brillante et je l'ai ouvert. L'écriture soignée de Pascaline remplissait les pages, et entre les entrées se trouvaient des photos, apparemment prises avec un téléphone et imprimées sur une petite imprimante. Aujourd'hui, ma mère m'a encore crié dessus pour ma note en maths. Elle a dit, je n'entrerai jamais dans une bonne université si je suis si paresseuse. Je ne suis pas paresseuse. Je ne comprends juste pas ces équations. Et quand j'ai essayé d'expliquer, elle a dit que je cherchais des excuses. Pourquoi les adultes n'écoutent-ils jamais? Papa était assis là en silence, même s'il sait que j'ai des difficultés en maths. Parfois, j'ai l'impression que personne dans cette famille ne me comprend. J'ai tourné la page et j'ai vu une photo d'un vieux chêne dans notre jardin. À côté, il y avait une note. J'ai rendu visite à Mamie Solange ce week-end. Nous avons fait une tarte aux pommes et nous nous sommes promenés dans le jardin. Elle m'a montré comment prendre de bonnes photos de la nature, chercher des angles inhabituels et remarquer les détails. Elle a planté ce chêne avec papy quand ils ont acheté la maison. Maintenant, il est si grand. Mamie m'a raconté qu'il faisait souvent des pique-niques en famille en dessous quand papa et oncle Nicolas étaient petits. Elle ne m'a pas obligée à faire mes devoirs ni dit que la photographie était une perte de temps. Elle m'a juste écoutée. Pourquoi maman ne peut-elle pas être comme ça? Mon cœur s'est serré. Je n'avais aucune idée que nos week-ends signifiaient autant pour Pascaline. La prochaine entrée était très récente. Datée d'hier. Demain, c'est l'anniversaire d'Adrien. Nous allons tous chez oncle Nicolas. Mamie Solange sera là aussi. J'espère que maman ne parlera pas de mes notes et du ballet tout le temps. Je veux montrer à mamie mes nouvelles photos. C'est la seule qui les regarde vraiment au lieu de simplement hocher la tête distraitement. Parfois, j'ai l'impression que mamie est la seule personne qui voit la vraie moi, pas la fille que tout le monde veut que je sois. J'ai refermé le journal, sentant une boule se former dans ma gorge. Ma petite fille se sentait aussi incomprise que moi. Nous étions toutes les deux entourées de personnes qui pensaient savoir ce qui était le mieux pour nous sans nous demander notre avis. Merci de partager ça avec moi, ai-je dit doucement en rendant le journal à Pascaline. Tu ne trouves pas ça idiot, n'est-ce pas?
a-t-elle demandé, incertaine. Non, ma puce, ai-je dit en lui serrant les épaules. Tes sentiments ne sont jamais idiots. Et tu sais quoi? Tu es une photographe très talentueuse. J'ai vu tes photos dans ton journal. Tu as un vrai don pour voir la beauté dans les choses ordinaires. Le visage de Pascaline s'est illuminé d'un sourire. Vraiment? Je me suis tellement entraînée, mais maman dit. Tout ce que les adultes disent n'est pas vrai, les jeux interrompus doucement. Même les parents ont parfois tort. Comme pour toi et la maison de retraite, a remarqué Pascaline avec perspicacité. Exactement, ai-je hoché la tête. Ton oncle Nicolas pense qu'il sait ce qui est le mieux pour moi. Mais seul moi peux décider où je vis. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Pascaline. J'y ai réfléchi. Que pouvais-je faire? Me rebeller ouvertement contre les plans des enfants, faire une scène, ou accepter silencieusement leurs décisions. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Mais je trouverai quelque chose. À ce moment-là, la voix de Chantal est venue d'en bas. Pascaline, descends. On va couper le gâteau. J'arrive, maman, a crié Pascaline, puis elle s'est tournée vers moi et a murmuré. Et toi? Tu dois retourner au garage. J'ai hoché la tête. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai un plan. Ne dis juste à personne que je suis sortie, d'accord? C'est notre secret. Je vais retourner au garage par le passage secret, et personne ne le saura. Va profiter de la fête. Et souviens-toi, tes photos sont magnifiques, peu importe ce que dit maman. Pascaline m'a serré dans ses bras et est sortie rapidement de la chambre. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé dehors. La chambre d'Adrien donnait sur le jardin arrière où il y avait un petit potager. Juste sous la fenêtre se trouvaient d'épais buissons d'hortensia. Si j'avais 20 ans de moins, j'aurais pu descendre par le treillage. Mais à mon âge, de telles acrobaties étaient trop risquées. Je devais retourner au garage avant que quelqu'un ne remarque mon absence. Mais comment faire sans attirer l'attention et que faire des informations que j'avais apprises? Maintenant, je comprenais ce qui se passait dans ma famille. Nicolas était sur le point de se faire licencier et voyait la vente de ma maison comme un moyen de sauver sa carrière. Muriel était criblée de dettes, mais trop fière pour l'admettre. Quentin laissait Chantal le contrôler, lui et les enfants, même lorsqu'il n'était pas d'accord avec ses décisions. Et Pascaline, ma douce Pascaline, se sentait comme une étrangère dans sa propre famille. Pendant tout ce temps, ils avaient discuté de mon sort dans mon dos, décidant comment je devais vivre ma vie sans me demander mon avis. Je ressentais de la colère, du ressentiment, de la déception, mais surtout, je ressentais de la détermination. Je ne les laisserais pas me traiter comme une enfant sans défense. Je prouverais que j'étais encore capable de prendre mes propres décisions. Mais d'abord, je devais retourner au garage. J'ai quitté tranquillement la chambre d'Adrien et j'ai écouté. Je pouvais entendre des voix, des rires et le cliquetis de la vaisselle d'en bas. On aurait dit que tout le monde s'était rassemblé dans la salle à manger pour le grand moment du gâteau. Il était temps de passer à l'action. J'ai descendu prudemment les escaliers, en essayant de rester près du mur où les marches grinçaient moins. Au rez-de-chaussée, j'ai tourné dans le couloir menant à la cuisine. De là, je pouvais me glisser sans être vue dans l'arrière-cuisine et retourner au garage par un passage secret. La cuisine était vide. Tout le monde était attroupé autour de la table de fête dans la salle à manger. À travers l'arche, je pouvais voir Audrey apporter le gâteau avec les bougies allumées, et Adrien, entouré des invités, se préparait à les souffler. J'ai saisi l'occasion et je me suis glissé dans l'arrière-cuisine. Fermant la porte derrière moi, j'ai cherché à tâtons dans le noir l'entrée du tunnel secret. Elle était là où je l'avais laissée, derrière une étagère de conserve. Me faufilant dans le passage étroit, j'ai commencé mon retour vers le garage. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête. Que allais-je faire de ce que j'avais appris? Comment pouvais-je utiliser ces informations? Une chose était sûre, je ne laisserais pas les enfants décider de mon sort sans moi. Et s'ils voulaient jouer à des jeux dans mon dos, alors je pouvais jouer à mon propre jeu. Un jeu dont je fixerais les règles. De retour dans le garage par le passage secret, j'ai soigneusement repoussé l'armoire à sa place et j'ai regardé autour de moi. Tout était exactement comme je l'avais laissé. La chaise dans le coin, l'ampoule faible au plafond, la porte verrouillée. Si quelqu'un avait jeté un coup d'œil ici pendant mon absence, il aurait supposé que je m'étais simplement déplacée au fond du garage. Je me suis assise sur la chaise et j'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Ce que j'avais appris sur mes enfants pesait lourdement sur mon cœur.
Nicolas était sur le point de se faire licencier et voyait la vente de ma maison comme son salut. Muriel était embourbée dans les dettes, qu'elle cachait à tout le monde. Quentin laissait Chantal prendre toutes les décisions, même quand cela blessait leur fille. Et ils me considéraient tous comme un fardeau dont il fallait se débarrasser en m'envoyant dans une maison de retraite. Mon premier réflexe fut d'entrer en trombe dans la maison et de leur dire tout ce que je pensais de leurs plans et de leurs secrets. Mais à quoi cela servirait-il? Une autre dispute de famille? Un ressentiment qui couvrait pendant des mois? Non, cela n'aboutirait à rien, si ce n'est à les aliéner davantage. J'avais besoin d'une approche différente, quelque chose qui les ferait réfléchir à leurs actions sans les humilier. Quelque chose d'assez subtil pour qu'ils apprennent leur leçon sans se sentir pris la main dans le sac. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé comment Laurent aurait géré la situation. Mon mari savait toujours trouver des solutions sages dans les situations difficiles. Solange, disait-il. Les gens changent rarement à cause des critiques, mais ils changent souvent grâce à la compréhension. Et puis, ça m'a frappé. Je n'allais pas exposer leurs secrets et leurs plans. Au lieu de cela, je leur montrerais que je comprenais leurs problèmes et que j'étais prête à aider, mais à mes conditions. Je leur ferais savoir qu'on ne pouvait pas m'exclure des décisions familiales importantes, surtout celles concernant ma vie. Un plan a commencé à se former dans ma tête. Je devais agir rapidement et avec précaution. À en juger par les bruits de musique et de rire venant de la maison, la fête battait son plein. Ils coupaient le gâteau, distribuaient les cadeaux, s'amusaient et m'oubliaient complètement, enfermé dans le garage. C'était le moment idéal pour agir. J'ai de nouveau écarté l'armoire et je me suis glissé dans le tunnel secret. Cette fois, je me déplaçais avec plus d'assurance, connaissant chaque recoin. Une fois sorti dans l'arrière-cuisine, j'ai écouté. La cuisine était vide. Tous les invités s'étaient rassemblés dans le salon où la musique jouait et les rires fusaient. J'ai quitté prudemment l'arrière-cuisine et j'ai traversé la cuisine en rampant jusqu'au couloir. Je devais monter au premier étage sans attirer l'attention. Heureusement, l'escalier se trouvait au fond de la maison, loin du salon. Une fois à l'étage, je me suis dirigée directement vers la chambre de Nicolas et Audrey. Leur chambre était impeccable, typique d'Audrey avec son amour de l'ordre. Il y avait un bureau près de la fenêtre où Nicolas travaillait souvent à la maison. Ses documents devaient être là. J'ai commencé à trier soigneusement les papiers sur le bureau. La plupart étaient des factures, des brochures publicitaires et des notes. Mais dans le tiroir du haut, j'ai trouvé un dossier intitulé « Projet centre commercial Chêne Vert ». À l'intérieur se trouvaient des documents sur un nouveau projet de centre commercial, une carte de la région avec les propriétés marquées et une liste de vendeurs potentiels. Ma maison était marquée d'un cercle rouge et du mot « Priorité ». À côté se trouvait un autre document, un avis de la direction de la compagnie d'assurance. Il indiquait qu'il y aurait des réductions de personnel et que le département de Nicolas devait montrer des résultats d'ici la fin du trimestre, sinon il serait dissous. Tout correspondait à ce que j'avais entendu. J'ai pris les documents et je les ai mis dans une enveloppe que j'avais préparée à l'avance. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un relevé bancaire, une copie du document que j'avais reçu la semaine dernière. Il montrait le solde de mon compte d'épargne, une somme assez impressionnante que Laurent et moi avions économisée toute notre vie. J'ai joint une courte note au relevé. Nicolas, je suis au courant de tes problèmes au travail et du projet de centre commercial. Je sais aussi que tu vois la vente de ma maison comme une solution à tes problèmes, mais ma maison n'est pas seulement un bien immobilier. C'est un lieu qui renferme les souvenirs de ton père, de ton enfance et de notre famille. Si tu as besoin d'argent, parlons-en ouvertement. Je peux t'aider avec un prêt à des conditions favorables, mais je prendrai mes propres décisions concernant ma vie. Affectueusement, maman. La prochaine étape de mon plan était la chambre de Muriel. Quand elle venait chez Nicolas, elle logeait habituellement dans la petite chambre d'amis au bout du couloir. Je m'y suis glissée et j'ai vu ses affaires éparpillées sur le lit, typique de Muriel, qui n'a jamais été connue pour son ordre. Sur la table de chevet se trouvait son carnet en cuir usé. Je connaissais ce carnet. Muriel le portait toujours avec elle et y notait des idées pour ses poteries. J'ai pris le carnet et, en feuilletant les pages, j'ai trouvé des colonnes de chiffres sur les dernières pages avec des notes comme « loyer »,« fourniture » et « facture ». Les montants étaient soulignés en rouge avec des points d'interrogation et d'exclamation à côté. Griffonné dans les marges, « appelez la banque pour un report ». J'ai soigneusement arraché ces pages du livre et je les ai mises dans une autre enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte de visite de ma vieille amie Dorothée,
qui tenait une galerie d'art au centre-ville, et une note. Muriel, je suis au courant de tes difficultés financières. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Nous sommes une famille et nous devrions nous entraider dans les moments difficiles. J'ai parlé à Dorothée de la Galerie Azur. Elle a vu ton travail à la foire artisanale et a été très intéressée. Appelle-la. Cela pourrait résoudre ton problème de loyer d'atelier. Et souviens-toi, il n'y a pas de honte à emprunter de l'argent, mais il y a de la honte à ne pas le rembourser. Mais je suis toujours prête à aider sans rien demander en retour. Il suffit de demander. Affectueusement, maman. Maintenant venait la partie la plus difficile, trouver quelque chose qui appartenait à Chantal. Quentin lui-même n'était pas un problème. Il se laissait porter par le courant, laissant sa femme prendre toutes les décisions. La clé pour changer la situation était Chantal. Je suis retournée dans le couloir et j'ai écouté. La musique jouait toujours, ce qui signifiait que la fête continuait. J'avais le temps. Quentin et Chantal logeaient habituellement dans la grande chambre d'amis à côté de la chambre des enfants. J'ai ouvert doucement la porte et je me suis glissée à l'intérieur. Leurs vêtements étaient posés sur le lit, soigneusement pliés. Clairement l'œuvre de Chantal. Sur la table de chevet, j'ai vu son téléphone. C'était risqué. Chantal pouvait récupérer son téléphone à tout moment, mais je n'avais pas besoin de le prendre longtemps. J'ai saisi le téléphone et j'ai rapidement parcouru la galerie de photos. Il y avait beaucoup de photos de Tania à divers concours et olympiades, mais presque aucune photo de Pascaline. Les quelques-unes qui s'y trouvaient montraient la fillette en cours de ballet. Elle avait l'air malheureuse et maladroite. J'ai choisi une photo de Pascaline lors d'un spectacle de ballet et je l'ai envoyée à l'imprimante dans le bureau de Nicolas. Je savais que son téléphone et son imprimante étaient connectés sans fil. Ensuite, j'ai trouvé une photo dans la galerie de Chantal qui avait été prise il y a quelques mois lors d'un pique-nique en famille. Elle montrait Pascaline assise sous un arbre en train de photographier le coucher du soleil. Son visage était concentré et inspiré. J'ai également envoyé cette photo à l'imprimante. J'ai remis le téléphone en place et je me suis dépêchée d'aller au bureau de Nicolas pour récupérer les impressions. Comme je m'y attendais, les 2 photos étaient là. Je les ai prises et je suis retournée dans la chambre de Quentin et Chantal. J'ai laissé l'enveloppe avec les 2 photos et une note sur la table de chevet de Quentin. Quentin et Chantal, regardez ces 2 photos. Sur laquelle Pascaline a-t-elle l'air heureuse? Chaque enfant est unique et talentueux à sa manière. Pascaline est une photographe née avec une vision étonnante du monde. Pourquoi la forcez-vous à faire du ballet qu'elle déteste? Quentin, parfois, il faut trouver le courage de s'opposer à ceux que l'on aime quand c'est pour le bien de son enfant. Chantal, aimer un enfant, c'est l'accepter tel qu'il est, pas essayer d'en faire une copie de soi-même. Pascaline se sent incomprise et seule. Parlez-lui. Parlez-lui vraiment. Avec amour, Mamie Solange. Maintenant, il ne restait plus qu'à retourner au garage et à attendre. J'allais partir quand j'ai remarqué une pile de brochures glacées sur la table près de la fenêtre. La première était intitulée « Les collines ensoleillées, une vie qui vaut la peine d'être vécue dans vos années d'or ». Je l'ai prise et je l'ai feuilletée. De belles photos de terrains bien entretenus, de chambres lumineuses, de personnes âgées souriantes et des prix qui m'ont coupé le souffle. Maintenant, je comprenais pourquoi Nicolas était si intéressé par la vente de ma maison. Un mois de séjour aux collines ensoleillées suffirait à épuiser mes économies en quelques années. J'ai remis la brochure en place mais j'ai arraché la page avec les prix. Je prévoyais de l'utiliser plus tard. En descendant, j'ai entendu la musique s'estomper et des voix venant du salon. La fête semblait toucher à sa fin. Je devais me dépêcher. Je me suis glissée dans la cuisine et par l'arrière-cuisine, je suis retournée au passage secret. En me frayant un chemin à travers le tunnel étroit, je suis sortie dans le garage et j'ai repoussé l'armoire à sa place. Puis je me suis assise sur une chaise et j'ai attendu. Moins de 5 minutes plus tard, la porte du garage s'est ouverte et Chantal est apparue dans l'embrasure. « Solange » a-t-elle appelé, regardant autour de la pièce faiblement éclairée. « Tu es là ?» Je me suis levée de la chaise, feignant une légère confusion. « Bien sûr que je suis là. Où serais-je d'autre si la porte était verrouillée de l'extérieur ?» Chantal avait l'air légèrement embarrassée. « Nous t'avons complètement oublié avec toute cette fête », a-t-elle dit maladroitement. « Nicolas m'a demandé de te dire qu'il est désolé pour le malentendu avec la porte. » Malentendu? Ai-je haussé un sourcil. Vous voulez dire que vous ne m'avez pas délibérément enfermé ici pour discuter de mon envoi dans une maison de retraite? Chantal a pâli. Quoi? Non, bien sûr que non.
Nous avons juste. Elle a hésité, ne sachant comment s'en sortir. Peu importe, lui ai-je fait signe de la main. Où sont mes petits-enfants? Je veux souhaiter un bon anniversaire à Adrien. Ils sont dans le salon. Chantal a reculé, me laissant passer. Mais comment savais-tu pour la maison de la résidence pour seniors? Les murs sont fins, ai-je haussé les épaules en passant devant elle. Et j'ai une excellente ouïe. Je me suis dirigée vers la maison, laissant Chantal debout dans l'embrasure de la porte du garage avec un air confus. La première partie de mon plan était en place. Les enfants recevraient mes messages en retournant dans leur chambre. Maintenant, je devais me préparer pour la deuxième partie, le dîner de famille, où je leur dirais enfin tout ce que je pensais de leur plan pour moi. En entrant dans la maison, je suis allée dans le salon où Adrien et les autres enfants jouaient aux jeux vidéo. Mon petit-fils, en me voyant, a levé les yeux de l'écran. « Mamie, on pensait que tu étais rentrée. Comment aurais-je pu partir sans te souhaiter un bon anniversaire ?» Ai-je souri en le serrant dans mes bras. « Tu as aimé mon cadeau ?» Beaucoup, s'est exclamé Adrien. J'ai déjà commencé à monter l'avion. Tu veux voir? Bien sûr, ai-je hoché la tête. Où est-il? En haut, dans ma chambre. Adrien m'a tiré par la main. Viens, je vais te montrer. Nous avons monté les escaliers jusqu'à sa chambre. Pendant qu'Adrien me montrait avec enthousiasme les détails de l'avion disposé sur la table, j'ai jeté un regard furtif dans le couloir. À tout moment, l'un des adultes pouvait entrer dans sa chambre et découvrir mes cadeaux. Mamie, tu m'écoutes? Adrien a remarqué ma distraction. Bien sûr, mon chéri. J'ai souri, coupable. Je pensais juste à la vitesse à laquelle tu grandis. On dirait qu'hier encore je t'apprenais à faire du vélo. Et maintenant tu as 14 ans. Adrien a souri timidement. Eh bien, mamie, tu es toujours la même. Pas tout à fait, lui ai-je fait un clin d'œil. Avec l'âge, on devient soit plus sage, soit plus grincheux. J'essaie de choisir la première option. La voix forte de Nicolas est venue du couloir. Maman, tu es là? Chantal a dit qu'elle t'avait laissé sortir du garage. Je suis avec Adrien, ai-je répondu à voix haute. J'admire son nouvel avion. Nicolas est apparu dans l'embrasure de la porte avec un sourire forcé. Te voilà. On s'inquiétait. Vraiment? Ai-je haussé un sourcil ironiquement. Je pensais que vous m'aviez oublié, enfermé dans le garage. Nicolas avait l'air embarrassé. Maman, c'était un malentendu. Muriel a dû fermer la porte accidentellement. Bien sûr, c'était un accident, ai-je hoché la tête avec une expression imperturbable. Et la conversation sur la maison de retraite était aussi accidentelle. Le visage de Nicolas s'est allongé. Tu as entendu? Discutons-en au dîner, lui ai-je tapoté le bras. Toute la famille. Puisque vous avez décidé que mon avenir est une affaire de famille, décidons ensemble. Audrey a dit qu'elle avait préparé quelque chose de spécial pour le dîner. Oui, mais... Nicolas n'était clairement pas préparé à cette tournure des événements. Super, ai-je souri, ne le laissant pas finir. Adrien, descends quand tu auras fini avec l'avion. Mamie a une autre surprise pour toi. J'ai quitté la pièce, laissant Nicolas confus. Le plan fonctionnait encore mieux que ce que j'avais prévu. Maintenant, je devais attendre que mes messages soient découverts et me préparer pour le dîner de famille où se déroulerait la scène finale de ma petite vengeance. En descendant, je suis entrée dans la cuisine où Audrey préparait le dîner. Comment puis-je aider? Ai-je demandé en retroussant mes manches. Audrey m'a regardée avec surprise. Solange, tu n'es pas obligée. Mais je veux le faire, l'ai-je interrompu. Après tout, un dîner de famille est une excellente occasion pour nous tous de parler de beaucoup de choses. Audrey a dégluti nerveusement et m'a tendu un couteau. Alors, peut-être que tu pourrais couper la salade. J'ai pris le couteau et j'ai commencé à couper soigneusement les légumes, me préparant mentalement à la conversation à venir. Maintenant que la première partie de mon plan était en marche, il ne restait plus qu'à attendre la réaction des enfants et à exécuter la dernière partie. Une conversation ouverte sur ce que j'avais entendu pendant que j'étais en résidence surveillée. J'étais envahie par un sentiment étrange, un mélange de ressentiment, de détermination et, curieusement, d'espoir. Peut-être que cette journée, qui a commencé par une humiliation, serait le début d'une nouvelle relation, plus honnête, dans notre famille. Du moins, j'avais fait tout ce que je pouvais pour orienter les événements dans cette direction. Maintenant,
Il ne restait plus qu'à attendre que mes enfants montent dans leur chambre et découvrent mes cadeaux. Et puis nous nous assiérions à table et parlerions, vraiment parlerions, comme une famille qui respecte chacun de ses membres, y compris une vieille institutrice à la retraite qui est encore capable de donner une leçon à ses enfants adultes. J'ai fini de couper les légumes pour la salade et j'ai tendu le bol à Audrey, qui mettait la table. La maison est devenue plus calme. La partie principale de la fête était terminée, et l'excitation des enfants pour les cadeaux et le gâteau commençait à retomber. « Solange, pourrais-tu appeler tout le monde à table ?» a demandé Audrey, sortant une lasagne parfumée du four. « Le dîner est prêt. » J'ai hoché la tête et je me suis dirigée vers le salon où Nicolas et Quentin parlaient doucement dans un coin, et Muriel était assise sur le canapé, feuilletant un magazine. Les enfants jouaient à un jeu de société sur le tapis. « Le dîner est prêt », ai-je annoncé. Audrey a fait des lasagnes. « J'arrive », a répondu Muriel en posant son magazine. « Je meurs de faim. »« On arrive », a hoché la tête Nicolas. « On finit juste notre conversation d'abord. » J'ai remarqué une lueur d'anxiété dans ses yeux. Il avait probablement peur que je révèle ce que j'avais entendu plus tôt. « Prenez votre temps, ai-je souri. Je vais aider Audrey à mettre la table. » En retournant à la cuisine, j'ai entendu Nicolas dire doucement à Quentin. « Il faut qu'on monte avant le dîner. Je veux vérifier des documents. » Le plan fonctionnait. Je suis retournée vers Audrey et l'ai aidée à porter les plats à la table de la salle à manger. Du coin de l'œil, j'ai vu Nicolas monter les escaliers vers le premier étage. Quelques minutes plus tard, il est redescendu, tenant mon enveloppe à la main. Son visage était pâle. « Tout va bien, mon chéri ?» ai-je demandé innocemment. « Tu as l'air inquiet. »« Je vais bien, » a-t-il dit, cachant l'enveloppe dans la poche de son pantalon. « Je cherchais juste quelque chose. »« J'espère que tu l'as trouvé, » ai-je continué à mettre la table, faisant semblant de ne rien remarquer. Muriel est également montée, disant qu'elle devait vérifier le téléphone qu'elle avait laissé dans sa chambre. Quand elle est revenue, ses yeux étaient légèrement rouges et elle serrait nerveusement son carnet. Quentin et Chantal sont montés les derniers. Ils devaient vérifier si les affaires des enfants étaient prêtes. Ils sont restés plus longtemps que les autres, et quand ils sont revenus, l'atmosphère entre eux avait clairement changé. Chantal avait l'air irritée, et Quentin était inhabituellement pensif et déterminé. Quand tout le monde s'est réuni à table, j'ai remarqué que mes enfants évitaient de se regarder et de me regarder. Seuls mes petits-enfants étaient encore animés. Adrien parlait de ses projets pour l'avion. Tania se vantait de ses succès à l'école, et Pascaline était assise silencieusement à côté de moi, me lançant des regards entendus. « Délicieuse lasagne, Audrey », ai-je dit, brisant le silence gênant entre les adultes. « Il faut que tu me donnes la recette. »« Merci, Solange. » Audrey a souri faiblement. « C'est une vieille recette de ma mère. » La conversation à table était tendue et hésitante. J'ai interrogé mes petits-enfants sur l'école, discuté de recettes avec Audrey, parlé du temps, les sujets habituels et sans danger, mais la tension montait, et je pouvais sentir qu'elle atteignait un point de rupture. Finalement, quand le dessert a été servi et que les enfants se sont excusés pour retourner à leur jeu, Nicolas s'est raclé la gorge. « Maman » a-t-il dit en sortant mon enveloppe de sa poche. « Nous devons parler de ce que tu as laissé dans nos chambres. » Tout le monde à table s'est figé. Muriel a serré son livre plus fort. Quentin s'est redressé et Chantal a pincé les lèvres. « Oui, ai-je feint la surprise. »« De quoi exactement ?»« Tu sais de quoi ?» Nicolas a déplié l'enveloppe et a sorti mon relevé bancaire. « Ça, et les notes que tu as laissées. Comment es-tu même sorti du garage ? Vous pensiez vraiment pouvoir enfermer une institutrice qui a géré des enfants inventifs pendant 37 ans ?» ai-je souri. « Votre père était un homme à tout faire. Il y a des passages secrets dans cette maison que vous ne connaissez même pas. »« Des passages secrets ?» a demandé Chantal, incrédule. « Il y a une porte secrète dans le garage qui mène à l'arrière-cuisine, » ai-je expliqué. « Laurent l'a faite il y a de nombreuses années pour pouvoir glisser les cadeaux de Noël dans la maison. »« Je ne savais pas ça, » a marmonné Nicolas. « Bien sûr que non, » ai-je hoché la tête. « Sinon, ce ne serait pas un secret. Mais il ne s'agit pas des passages secrets. Il s'agit du fait que j'ai entendu votre conversation pendant que j'étais enfermée. La conversation sur mon envoi dans une maison de retraite. » Mes enfants avaient l'air honteux. Nicolas a baissé la tête. Muriel a commencé à tripoter sa serviette. Et Quentin s'est tortillé mal à l'aise sur sa chaise. « Maman, on ne voulait pas te blesser, »
a finalement dit Nicolas. On pensait que ce serait mieux pour toi. Tu vis seul dans une grande maison. Que j'aime, ai-je dit fermement. La maison où j'ai vécu avec votre père pendant 42 ans. Une maison où chaque recoin garde des souvenirs de notre famille. Et vous avez décidé que je serais mieux aux collines ensoleillées, entouré d'étrangers, loin de tout ce qui m'est cher. Nous sommes inquiets pour ta sécurité, est intervenu Quentin. Et si tu tombes ou si tu tombes malade? Qui t'aidera? Il y a un téléphone pour ça. Ai-je haussé les épaules? Et des voisins qui passent presque tous les jours. Je ne suis pas une recluse, Quentin. J'ai des amis, des activités, une vie. Et le four? A demandé Nicolas. Tu as oublié d'éteindre le gaz. C'est dangereux. Une fois en 5 ans, ai-je secoué la tête. Ça arrive à tout le monde. Votre père a une fois laissé le fer à repasser allumé toute la journée quand vous étiez petit, mais personne n'a suggéré de l'envoyer dans une maison de retraite à cause de ça. Nicolas a rougi et a détourné le regard. Nicolas, ai-je continué plus doucement. Je suis au courant de tes problèmes au travail. Je sais que tu pourrais perdre ton emploi si tu n'attires pas de nouveaux clients pour le projet de centre commercial. Et je comprends pourquoi ma maison a semblé être une solution pratique. Maman, je ne voulais pas t'utiliser. Nicolas avait l'air sincèrement contrarié. C'est juste arrivé comme ça. Ce n'est pas arrivé comme ça, ai-je secoué la tête. Tu as vu une opportunité et tu as décidé de la saisir. Mais au lieu d'en discuter ouvertement avec moi, tu as conspiré dans mon dos. On savait que tu résisterais, a dit doucement Muriel. Tu as toujours été têtu. Parce que c'est ma vie, ai-je répondu fermement. Et je devrais être celle qui prend les décisions à ce sujet, pas mes enfants, aussi bien intentionnés soient-ils. La pièce est tombée dans le silence. Puis Muriel a soupiré et a ouvert son livre où se trouvait ma note. Tu as raison pour les dettes, a-t-elle admis. J'aurais dû te le dire. J'avais honte. Ma chérie, j'ai tendu la main et j'ai serré la sienne. N'aie jamais honte de demander de l'aide à ta famille. C'est à ça que sert la famille, à se soutenir les uns les autres. J'ai appelé ton amie Dorothée, a dit Muriel en reniflant légèrement. Elle est vraiment intéressée par mon travail. On se rencontre lundi pour discuter de l'exposition. Je suis si heureuse pour toi. Ai-je souri. Tu as toujours été talentueuse. Tu avais juste besoin d'une chance de le montrer au monde. Quentin s'est raclé la gorge. Maman, à propos de Pascaline, tu as raison. On n'avait vraiment pas remarqué son intérêt pour la photographie. Chantal m'a montré les photos que Pascaline a prises. Elles sont magnifiques. Je sais, ai-je hoché la tête. Elle a ta vision du monde, Quentin. Tu te souviens comme tu aimais dessiner quand tu étais petit? Tu demandais toujours des peintures pour ton anniversaire. Je me souviens, a souri tristement Quentin. Puis j'ai grandi et j'ai décidé que ce n'était pas sérieux. Qui t'a dit que ce n'était pas sérieux? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Quentin a jeté un regard rapide à Chantal, qui était assise le dos droit et les lèvres pincées. Je veux un avenir stable pour notre fille, a-t-elle dit. La photographie est un passe-temps, pas une profession. Annie Leibovitz pourrait ne pas être d'accord avec vous, ai-je remarqué, tout comme de nombreux autres photographes à succès. Chantal, je comprends ton désir d'offrir à tes enfants le meilleur avenir possible. Mais parfois, le meilleur avenir est celui qu'ils choisissent pour eux-mêmes, en suivant leurs talents et leurs passions. Chantal n'a pas répondu, mais j'ai remarqué que sa posture s'était un peu détendue. Quoi qu'il en soit, ai-je dit en regardant tout le monde. Je sais que vous êtes inquiet pour moi, et j'apprécie cela, mais je ne déménage pas aux collines ensoleillées. Je reste dans ma maison avec mes souvenirs et mon jardin. Et si vous voulez vraiment m'aider, rendez-moi visite plus souvent. Amenez les enfants, appelez. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et pour l'aide à la maison? A demandé Nicolas. Peut-être qu'on pourrait engager quelqu'un pour les gros travaux, tondre la pelouse, par exemple. Ce serait bien, ai-je convenu. Bien que je sois encore capable de passer l'aspirateur et de cuisiner. Et peut-être qu'on pourrait établir un planning, a suggéré Muriel. Pour que l'un de nous te rende visite au moins une fois par semaine. J'adorerais ça, ai-je souri. Surtout si vous amenez les enfants. Je pourrais t'aider avec l'ordinateur, s'est porté volontaire Quentin. T'installer une meilleure connexion Internet, peut-être des appels vidéo pour qu'on se voit plus souvent.
Ne transforme juste pas ma maison en vaisseau spatial, lui ai-je fait un clin d'œil. Je préfère toujours les livres en papier aux livres électroniques. Tout le monde a ri et la tension dans l'air s'est sensiblement apaisée. Et tes problèmes au travail? Je me suis tournée vers Nicolas. Comment puis-je aider? Nicolas a réfléchi un moment. Tu pourrais parler à tes voisins du projet, a-t-il suggéré. Pas pour les convaincre de vendre leur maison, mais pour les rassurer sur le fait que les changements dans le quartier ne seront pas une mauvaise chose. Le centre commercial apportera de nouveaux emplois et de nouvelles commodités. J'y réfléchirai, ai-je hoché la tête. Mais sans pression sur eux. D'accord. D'accord, a souri Nicolas avec soulagement. Après le dîner, lorsque les enfants ont été appelés à table pour le dessert, l'atmosphère est devenue nettement plus chaleureuse. Pascaline s'est assise à côté de moi et m'a rapidement serré la main sous la table. Ça a marché, a-t-elle murmuré. Mieux que ce que j'espérais, ai-je répondu doucement. Nous avons fini le dessert et Audrey nous a offert du café. Pendant qu'elle le préparait dans la cuisine, Nicolas s'est assis à côté de moi. Maman, j'aimerais revenir sur la conversation que nous avons eue à propos du prêt que tu as mentionné dans ta note, a-t-il dit. Ça m'aiderait vraiment en ce moment. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Viens me voir dans la semaine et nous discuterons de tous les détails. La famille doit se soutenir, Nicolas. Toujours. Quand il a été temps de se dire au revoir, j'ai serré chacun de mes enfants et petits-enfants dans mes bras. Même Chantal, qui était habituellement réservée, m'a serré dans ses bras avec une chaleur inattendue. Venez me voir le week-end prochain, ai-je suggéré, debout dans l'entrée. On fera un barbecue dans le jardin si le temps le permet. On adorerait, a répondu Quentin. Les filles adorent ton jardin. Et j'apporterai mes nouvelles peintures pour te les montrer, a ajouté Muriel. Peut-être que tu pourras m'aider à choisir les meilleures pour l'exposition. Bien sûr, lui ai-je souri. Quand Quentin, Chantal et leurs filles sont partis, et que Muriel est allée à son appartement au-dessus de l'atelier, Nicolas m'a aidé à charger mes affaires dans la voiture. Maman, s'est-il arrêté près de ma vieille Peugeot. Je suis désolée pour tout. Je pensais vraiment savoir ce qui était le mieux pour toi sans te demander ce que tu voulais. Nous faisons tous des erreurs parfois, lui ai-je caressé la joue. Même les mères. Souviens-toi juste que je suis encore capable de prendre mes propres décisions. Je m'en souviendrai, a-t-il promis. Je suis montée dans la voiture et j'ai démarré le moteur. Adrien est sorti en courant sur le porche, agitant la main. Au revoir, mamie. Merci pour l'avion. Au revoir, mon cœur, lui ai-je fait un signe de la main. Sois sage. En m'engageant sur la route, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Nicolas, Audrey et Adrien se tenaient sur le porche, me regardant m'éloigner. Ils avaient l'air différents de ce qu'ils étaient à mon arrivée ce matin. Plus chaleureux, plus proches, plus comme une famille. Ma petite vengeance avait fonctionné. Bien que ce ne fût pas une vengeance au sens habituel du terme. Je ne voulais pas humilier ou faire honte à mes enfants. Je voulais qu'ils me voient non pas comme une vieille femme sans défense qu'on pouvait caser quelque part, mais comme une personne avec ses propres désirs, ses sentiments et son droit de choisir. Et il semblait qu'ils m'avaient enfin vu. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à la façon dont une seule journée peut changer des relations qui se sont construites au fil des ans. À la fréquence à laquelle nous oublions que nos parents ne sont pas seulement des parents, mais avant tout des personnes avec leurs propres espoirs, leurs peurs et leur droit au respect. Ma maison m'a accueilli avec son silence habituel. J'ai allumé la lumière dans l'entrée et j'ai souri en regardant les photos sur le mur. Laurent, les enfants, les petits-enfants, toute notre vie capturée dans ces images. Tu aurais été fier de moi aujourd'hui, Laurent, ai-je dit à voix haute, en regardant la photo de mon mari. Je n'ai pas fait de scène ni piqué de crise. Je leur ai juste fait comprendre. Il me semblait que ses yeux sur la photographie me souriaient en retour. Je suis allée dans la cuisine et j'ai mis la bouilloire en marche. La journée avait été longue et riche en événements, et j'étais fatiguée, mais c'était une bonne fatigue. La fatigue qui vient après une petite mais importante victoire. Assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé, j'ai souri à mes pensées. La meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance, mais la compréhension. La compréhension que j'espérais que mes enfants avaient enfin acquise aujourd'hui. La compréhension que je suis toujours là, toujours partie de leur vie, et toujours capable de leur apprendre une leçon ou deux. Après tout, enseigner n'est pas seulement une profession. C'est une vocation qui ne s'arrête pas à la retraite. Surtout quand il s'agit de vos propres enfants, qui, comme il s'avère,
ont encore une chose ou deux à apprendre de leur vieille mère.